Digital Congo, la télévision numérique. Il y a 4 mois, Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, subissait une vague d'inondations. Le quartier Ndanu était dans la commune de Limete, compté parmi les plus sinistrés. À ce jour, les habitants ne sont toujours pas sortis de l'auberge. Il y a encore des eaux dans certaines parcelles. Sans l'effectivité d'un programme d'assistance, certains habitants continuent à passer la nuit à la Belle Étoile. Dans le territoire de Pweto, province du Haut-Katanga, l'administrateur du territoire et les notables se lèvent contre le conflit Bantou et peuple Toua. Un tournoi de réconciliation a été organisé pour l'unité des peuples. Les magistrats nommés au mois de mars dernier par le président de la République étaient en sit-in ce jeudi 10 juillet 2025 devant le ministère du Budget. Ils réclament leur alignement au 3e trimestre, le mois en cours. Merci de votre fidélité à Digital Congo, surtout bienvenue dans cette grande édition du journal. Nous allons commencer avec ces pluies diluviennes qui s'étaient abattues sur la ville-province de Kinshasa au mois d'avril dernier et ces inondations qui ont fait parler d'elles. Eh bien, le quartier Ndanu dans la commune de Limete, 4 mois plus tard, ne s'est toujours pas remis des stigmates de cette inondation. La misère s'est installée avec des conditions de vie de plus en plus précaires. Les populations obligées de passer la nuit à la Belle Étoile, encore jusqu'à ce jour, par manque d'assistance consistante de la part des autorités. Les eaux de pluie continuent à stagner dans certaines parcelles. Les hôpitaux et même les écoles continuent toujours à vivre ces conséquences néfastes des inondations qui les ont rendus inexploitables. Yvonne Amouri était sur le lieu. 4 mois après, le spectre du chaos causé par le pluie diluvienne est encore visible dans le quartier Ndanu. Sur place, c'est la misère qui se laisse entrevoir avec des conditions de vie de plus en plus précaires. Les eaux de pluie ne se sont pas encore retirées de certaines parcelles, de la cour de certains hôpitaux et même de quelques écoles qui sont pénalisées. Le directeur de l'école Saint-Bernard et le curé de la paroisse éponyme ont lancé un message d'alerte car les conditions d'études sont antipédagogiques pour les élèves. On vit en essayant de faire reprendre la vie de la paroisse et de l'école. C'est à eux de venir, de prendre en charge la vie de dizaines de milliers de personnes. Ils étudient, vous voyez, il y a quelques salles nettoyées. Et vous voyez, de l'autre côté, on est en train d'effectuer les travaux. Avec le concours des enseignants, on a nettoyé le poteau-poteau qui était dans les salles de classe. Et les élèves ont terminé l'année en toute bonté. D'autre part, les occupants de certaines maisons passent nuit à la Belle Étoile après avoir abandonné leurs maisons endommagées par la pluie. Ils s'appellent Taled. Tout ça va souffrant, ma casse depuis ma côté les bisous. En tout cas, tout le monde a gouvernement doit réagir. Nous sommes des Congolais, nous ne sommes pas des étrangers. Depuis nous avons salé maki, au d'ici quartier dans nous des bonhommes vallées. Tout comme rassemble moko ebeti, maïkoti. Bisonne toi botozoni kanelanga. Sojimbula kaka abo mutu avana na quartier azate. Quartier plus de 5 000 habitants, mais
moyen ovanda eza te bamisusu ti sikoyo bazongi te bandako eza abandonné awa biso mona makasi na biso tomeka kotiango basaki ano omona inondation oyo ezalaki causée par l'état l'état alobaki azoya kosala misala aye diki na biso ezalaki nango bien l'état aye abukeli biso diki nyonso boye ndenge bozomona atiki yango plat akati yango atiki yango pwelele akangi te eloko moko te mbula tango ebeti awa nyonso ezalaki pwelele mosala oyo biso moko nde population tosali. Tout d'abord tozali na banzela moko ya kitoko eza te baveni na biso baterase ya kitoko eza te banda mai ekoti keso ya mai ya pompi mwa moke tozwaka mai ya pompi meloko eza epai na biso pasi mingi eza likambo etali courant. Pour rappel, cette situation est la conséquence de la pluie qui s'était abattue le 5 avril dernier sur la capitale congolaise. Elle avait entraîné plus d'une trentaine de morts et de nombreux blessés. Mais quelle vie mènent ces familles dans le quartier d'Anou, commune de Limete, 4 mois après ces inondations? Vous l'avez vu, les conditions sont encore difficiles, les eaux ne sont pas encore complètement parties. Une lutte acharnée pour survivre dans des conditions difficiles. Suivez le récit poignant de 2 familles du quartier d'Anou au micro de Yvonne Amouri. Rêve brisé, l'espoir s'est envolé. Jérémy Ngoy et sa femme n'en reviennent toujours pas des dégâts causés par les pluies diluviennes qui se sont abattues dans la nuit du 4 au 5 avril 2025. Avec 2 enfants, ce couple qui se préparait pour l'officialisation de leur union a vu tous les objets de valeur achetés être emportés par les eaux de pluie. Des efforts de plusieurs années engloutis en une seule nuit par les eaux de pluie. Un véritable cauchemar. Après les inondations, il n'y a pas de vêtements. Après les inondations, difficile de se trouver quelque chose à manger. Même le déplacement devient difficile. Et après les inondations, s'il y a encore quelque chose qui nous fera plus, ce sont des infections, des maladies. L'eau nous a surpris. C'était déjà au niveau de l'oreille. À cette hauteur des eaux, je ne crois pas qu'un bébé peut survivre. Une femme peut survivre, non. Il fallait grimper à l'arbre. C'est là où nous sommes partis nous sauver, l'arbre de manguier qui est juste à côté là. C'était de 14h à 22h. Au niveau de 22h, c'est une pirogue qui est venue nous aider à sortir du lieu. Plus de chaises, plus de matelas, plus d'ustensiles. Le retour à la normale semble difficile pour la trentaine révolue qui vit ici au quartier d'Anou à Limete depuis 2014. Il lance un SOS aux autorités. Si peut-être un bébé peut être compris par une maman sans parler, rien qu'en pleurant, les autorités peuvent bien nous comprendre plus mieux parce que nous parlons et qu'ils ont des yeux pour voir ce que nous sommes en train de traverser en catastrophe naturelle. Donc nous les invitons vraiment à bras ouverts. C'est notre dernier secours. Actuellement, c'est sur le toit de son domicile que Jérémy passe ses nuits. Sa femme et ses enfants contraints de retourner à la belle famille puisqu'une bonne quantité de boue est toujours présente dans la maison. Le passage des eaux a tout détruit, ne laissant aucune chance aux objets récupérables. Comment faire pour reprendre sa vie normale? C'est la seule question qui taraude son esprit chaque jour qui passe. Et nous allons quitter Kinshasa pour la province de l'Ituri où une dizaine de jeunes, pour la plupart des mineurs, ont été interpellés mercredi 9 juillet 2025 par la police nationale congolaise, commissariat urbain de Bunia. Ces présumés délinquants sont accusés entre autres d'estorquer les élèves dans les environs du camp PM. Ils sont reprochés notamment de voler les uniformes, les chaussures et autres effets personnels de ces élèves. Nous vous l'avons annoncé en début de cette édition du journal. Dans le territoire de Pueto, les autorités mais aussi la population sont engagées pour vivre en paix. Les conflits de jadis entre peuples bantous et Toua est à bannir. Il faut rapprocher les communautés, d'où l'organisation d'un tournoi de l'unité et de la paix sous le haut patronage de l'administrateur du territoire. Un tournoi lancé à Mwengue et Kassama par l'ambassadeur de la paix Kalume Mwendalama, les rois. Là où jadis l'on s'entretuait, le peuple Toua qui se sentait marginalisé et obligé de se défendre, on joue désormais au football et d'autres initiatives de rapprochement communautaire. Suivez. Dans le territoire de Pueto, province du Haut-Katanga, l'administrateur du territoire et les notables sont déterminés. Pas de conflit communautaire.
Pendant longtemps, les peuples bantous et Twa vivaient à couteau tiré. Il faut y mettre fin. Des actions ont été menées. Il est temps de rapprocher les peuples. C'est la raison de ce tournoi, dit tournoi de football pour la paix, organisé sous le haut patronage de l'administrateur du territoire, Maître Derby Lumbwe, par l'ambassadeur de la paix, Kalome Mwendalamba, le roi. Tournoi ici lancé à Mwenge. Kwa sababu banduku yetu batoa nashe tuku bantu haba penda hii tutacheza hapa ibakie siku kwa siku. Comme cela s'est fait ailleurs, dans les grands centres, nous sommes ici pour ce tournoi qui permet une cohabitation entre les peuples Batwa et les Bantous. Tusikwe tena na kombana entre shebe wenyewe, tuku bantu bamoya. Kwa sababu kama tuku na kombana, mukine yetu haitaenda kumbele. Kama munaona baba chef de l'État bananza kuyenga mamasomo. Toutes nos autorités se sont impliquées pour que la paix revienne. Et vous-même, population, voulez la paix. Sans la paix, il n'y aura pas de développement. D'où nous devons nous rapprocher, a dit l'ambassadeur Kalome en Swahili, puis en Kibemba. Tutalima na tutakuwa na chakula. Kama hakuna amani, hakutakuwa chakula, watoto wataenda kwa masomo. Na watu tunasikilizana. Dans le regroupement de Mwenge, comme dans celui de Kassama, des vareuses et d'autres prix ont été remis aux joueurs de deux camps, Bantou et Batwa. Et c'est dans la joie et la bonne humeur, conscient de la nécessité de la paix, de l'unité et du vivre ensemble, que se déroulait cet événement dans le territoire de Pweto. D'autres initiatives pour cette même fin sont à venir. Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, est devenue le théâtre de plusieurs scènes de braquage. Tenanciers de bistrot, gérants des boutiques, maisons d'échange et même les domiciles personnels ne sont pas à l'abri. Le passage de ces braqueurs laisse des séquelles psychologiques néfastes pour les victimes. Reçu dans le cadre de l'émission Minute Santé, Guy Kelekele, neuropsychiatre au CNPP plutôt Unikin, souligne l'acceptation de la situation et la prise en charge de la victime comme thérapie. Déborah Mozou, Josué Mazoa, reportage. Le braquage, un phénomène devenu récurrent à Kinshasa, la capitale, et qui n'épargne personne. Bureaux de change, boutiques, magasins, domiciles sont ciblés même en pleine journée. Ces criminels n'ont qu'un seul objectif, ravir de l'argent et de biens de valeur à tous ceux qu'ils ciblent. Ces attaques qui peuvent laisser de séquelles ou traces sur le plan psychologique, comme en témoigne cette jeune dame qui a vécu un traumatisme après avoir été victime d'un braquage dans leur domicile. Les gens qui étaient à l'extérieur frappaient tellement fort et puis ils étaient armés. Quand ils ont commencé à tirer, mes frères ont laissé la porte pour s'enfuir dans la pièce qui suivait. Et ils ont frappé tellement dur qu'ils ont réussi à ouvrir la porte. Et grâce à Dieu, mes frères se sont cachés et ils sont entrés, ils ont pris tout ce qu'ils avaient à prendre, les téléphones, les ordinateurs et tout ce qui était au salon. Après un moment, ils sont allés dans le couloir, là où moi et ma petite sœur ont été cachés. Ils ont ouvert la porte et nous ont fait sortir et menacer de viol. Ils ont dit à ma mère qu'ils cherchaient l'argent, qu'ils voulaient que ma mère puisse leur donner l'argent. Et l'argent que ma mère avait, leur a dit d'ouvrir tous les sacs qui étaient là et de prendre tout ce qui était à l'intérieur. Ils ont pris et ils sont partis. C'est un traumatisme qui est là. Et je ne sais pas, peut-être qu'avec le temps, je pourrais guérir. Mais pour le moment, là, c'est un peu compliqué. Quelle prise en charge pour ces victimes? Guy Jikelekele, médecin neuropsychiatre au CNPP Unikin, reçu dans le cadre de l'émission Minute Santé, évoque l'acceptation de la situation par le victime et l'accompagnement d'un spécialiste. Il s'ensuit plusieurs conséquences au niveau physique, au niveau mental et au niveau social de l'individu qui a été victime. Les conseils que nous donnons aux victimes et à la population entière, c'est de ne pas cacher les gens qui ont été victimes. Et aux victimes aussi, nous leur demandons d'accepter de se faire accompagner, de vraiment parler de ce qu'ils ont vécu, de ce qu'ils vivent maintenant là, pour se faire soigner. Parce que le danger, c'est les conséquences au niveau psychique peuvent devenir chroniques et donner lieu à d'autres maladies.
9 victimes sur 10 présentent de troubles psychiques et somatiques. 8 sur 10 ressentent ces sentiments d'insécurité durant plusieurs années, d'où la prise en charge par un spécialiste demeure un impératif pour le bien-être des victimes. Le neuropsychiatre Guy Jikelekele du CNPP Unikin, qui est intervenu dans cet élément, était l'invité de l'émission Minute Santé présentée par Bénédicte Ndembe à suivre en intégralité mercredi prochain sur Digital Congo. Les magistrats nommés au mois de mars dernier par le président de la République étaient en sit-in ce jeudi devant le ministère du Budget. Ils ont réclamé leur alignement au 3e trimestre, le mois en cours. Tichik Sambi et Olivier Abedi ont été témoins de cet événement. Mot d'ordre respecté, le magistrat récemment nommé par ordonnance présidentielle du 28 mars 2025 était visible devant le centre financier, bâtiment abritant le ministère du Budget. Manifestant pacifiquement, de coups de sifflet ont résonné, réclamant leur prise en charge par le gouvernement congolais. On a été nommé par l'ordonnance présidentielle depuis le 28 mars. Alors, quoi de plus normal? Depuis lors jusqu'à présent, nous sommes à la maison, nous ne faisons rien. Jusqu'à présent, on ne veut pas nous payer. Le conseil de la magistrature continue encore à nous intimider au moment où nous sommes en train de réclamer nos différents droits. Nous réclamons d'ailleurs le rappel des TD, mais aussi être alignés maintenant au T3. À l'occasion, une délégation de magistrats a été reçue par les conseillers politiques du ministre du Budget qui lui a donné rendez-vous vendredi 11 juillet pour une séance de travail. Le ministre du Budget a délégué son conseiller politique pour pouvoir nous rencontrer. Après un temps de discussion avec les conseillers politiques, on nous a demandé de suspendre les sit-ins pour 48 heures. Alors, si on n'accepte pas de suspendre les sit-ins, il n'y aura pas de séance de travail. Ces magistrats dénoncent la non-application des instructions du président de la République données lors de la réunion du Conseil des ministres du 4 avril 2025 sur le paiement de magistrats au 3e trimestre du mois de juillet 2025. Et toujours dans le cadre de sa démarche de redevabilité, le vice-premier ministre, ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, a échangé mercredi 9 juillet 2025 avec les députés nationaux, membres du caucus des députés du Congo central. Objectif, présenter les avancées de la réforme de l'administration publique. Jean-Émile Senga. Une semaine après échange avec les caucus des élus de la province de la Mongala dans le cadre de sa démarche de redevabilité, le vice-premier ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, a reçu dans son bureau de travail, mercredi 9 juillet 2025, les députés nationaux membres du caucus du Congo central. La présentation des avancées de la réforme de l'administration publique, notamment la maîtrise des effectifs et de la masse salariale, la dématérialisation des démarches administratives, la mécanisation, le nouveau système de sécurité sociale et le rajeunissement de l'administration publique était au centre de leurs échanges. Nous repartons avec des perspectives d'une administration qui va beaucoup changer de visage. Le VPM nous a expliqué dans le moindre détail tout ce qui est en train de se faire ici. Et je dois vous avouer que c'était un grand travail fruit d'une détermination, d'une volonté, surtout d'une conscience face aux défis qui se présente au niveau de notre fonction publique. À l'issue de la réunion, les députés du Congo central se sont dit satisfaits des résultats de la réforme de la fonction publique et ont réaffirmé leur soutien. Nous partons avec une image claire de la réforme, ce qu'elle est, comment elle est en train de fonctionner et quels résultats déjà ça donne et quel avantage encore dont nous allons bénéficier demain. Nous accompagnons et nous allons travailler ensemble. La collaboration est de mise, nous sortons d'ici très satisfaits et très aguerris. Notez qu'ils ont également soumis les préoccupations spécifiques de leur circonscription électorale que le vice-premier ministre Jean-Pierre Liaou s'est engagé à prendre en charge pour des solutions durables. C'est l'une des grandes actualités de la semaine. Dieudonné Kamuleta a été réélu président de la Cour constitutionnelle pour un nouveau et dernier mandat de 3 ans. Il a été réélu à l'issue de la plénière élective mardi 8 juillet 2025 à la Cour constitutionnelle même. Une réélection qui confirme son rôle stratégique au sein de l'appareil judiciaire de la République démocratique du Congo. Un portrait de Dieudonné Kamuleta brossé par Jean-Émile Senga. Il s'appelle Dieudonné Kamuleta Badibanga.
Né à Mbujimaï en octobre 1964, il est un juriste émérite titulaire d'une licence en droit de l'université de Lubumbashi, dont il fut d'ailleurs membre de la toute première promotion. Le mardi 8 juillet dernier, lors d'une assemblée plénière élective tenue à Kinshasa, Dieudonné Kamuleta a été réélu à la présidence de la Cour constitutionnelle pour un second mandat de 3 ans. Il occupait déjà cette haute fonction depuis 2022, succédant à Dieudonné Kalouba Dibois. Sa carrière judiciaire est longue et remarquablement brillante. Magistrat de carrière, le président Kamuleta a gravi les échelons avec détermination. Son parcours débute en 1990 en tant que substitut du procureur de la République pour le tribunal de grande instance de Kamina, avant d'en devenir le président en 1999. En 2006, il est nommé conseiller à la cour d'appel, puis président de cette même cour en 2013. Entre 2018 et 2020, il intègre la cour de cassation en tant que conseiller, puis la cour constitutionnelle en qualité de juge. Dieudonné Kamuleta est aussi un homme de foi et de famille au cœur des enjeux nationaux. En dehors de ses engagements professionnels, le président Dieudonné Kamuleta Badibanga est également pasteur à l'église Hosanna Mission City. Il est marié et père de 7 enfants. Grâce à sa longue et impressionnante carrière, le titre de docteur honoris causa lui a été décerné récemment par l'université Belcampus. Son expertise juridique lui a valu la mission essentielle d'assurer la gestion du contentieux électoral après les élections présidentielles et législatives de 2013 en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, sa réélection à la Cour constitutionnelle pour un second mandat de 3 ans confirme la reconnaissance de son rôle stratégique au sein de l'appareil judiciaire congolais. Conscient des préoccupations légitimes des parents d'élèves de la République démocratique du Congo et de l'opinion publique concernant la disponibilité des bulletins scolaires, le ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté a, à travers un communiqué rendu public, clarifié et assuré qu'aucun élève ne sera pénalisé dans la poursuite de son parcours scolaire. Clarification et assurance du ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté concernant la production des bulletins scolaires. Le ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté est conscient des préoccupations légitimes des parents, d'élèves et de l'opinion publique concernant la disponibilité des bulletins scolaires. Nous tenons à rassurer l'ensemble de la communauté éducative sur notre engagement total à garantir la bonne fin de l'année scolaire et la continuité du parcours de chaque élève. Nous reconnaissons que des retards ont été observés dans les processus de production et de distribution des bulletins définitifs. Ces délais résultent des procédures rigoureuses de passation de marchés publics. Face à cette situation, et pour qu'aucun élève ne soit pénalisé dans la poursuite de son parcours scolaire, qu'il s'agisse du passage d'une classe à l'autre, de l'inscription dans un nouvel établissement ou de la certification, le ministère a distribué aux établissements scolaires des bulletins provisoires. Ces documents attestent des résultats des élèves, permettant ainsi la fluidité de leur scolarité. Nous tenons à réaffirmer que ces bulletins provisoires seront remplacés par des bulletins définitifs officiels. Ces derniers bénéficieront des dispositifs de sécurité avancés, incluant plusieurs signes distinctifs garantissant leur authenticité et leur fiabilité. Le ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté tient à rassurer les parents. Aucun frais supplémentaire ne sera exigé pour l'obtention des bulletins définitifs. Enfin, nous rappelons que le ministère est la seule autorité habilitée, conformément à la loi, à assurer la certification et la validation des bulletins scolaires, ainsi que de tout autre document ou titre scolaire. Nous appelons à la vigilance de tous face à la circulation éventuelle des documents non conformes, rappelant que seule l'authenticité des pièces émises ou validées par le ministère garantit la légalité. Le ministère demeure pleinement mobilisé et transparent sur ces dossiers cruciaux pour l'avenir de nos élèves. Cellule de communication. Et en dehors de nos frontières aux États-Unis d'Amérique, l'administration Trump poursuit avec sa politique anti-immigration. Ce jeudi, Washington a annoncé réduire la durée de validité des visas pour les ressortissants de 3 pays africains, à savoir le Cameroun, l'Éthiopie et le Nigeria. La réaction de ces 3 nations africaines face à cette décision de l'administration Trump se fait toujours attendre. Abel Conté. Le Cameroun, l'Éthiopie et le Nigeria viennent d'être frappés par Donald Trump.
Le département d'État américain indique que la quasi-totalité des visas non immigrants et non diplomatiques délivrés aux ressortissants de ces 3 pays africains seront désormais à entrée unique et ne seront valables que pour 3 mois. Cette mesure, précise le département d'État américain, s'inscrit dans le cadre d'un réalignement global de la réciprocité, ce qui constitue un changement radical par rapport aux conditions antérieures d'octroi des visas qui permettraient souvent des entrées multiples sur une période de 2 ans ou plus. La décision de l'administration Trump pourrait évidemment susciter la réaction des Yaoundé, Addis Abeba comme Abuja. Mais il ne s'agit pas de la première décision de genre prise par les États-Unis. Au début juin dernier, Washington a interdit l'entrée aux ressortissants des 12 pays, dont 7 du continent africain, à l'image du Tchad, justifiant sa mesure par les soucis de protéger son territoire des terroristes. Décision qui avait suscité la colère de N'Djamena, qui n'avait pas hésité à faire pareil à l'endroit des ressortissants américains. Et voilà, c'est par ici que nous allons mettre un terme à cette édition du journal. Merci à vous de l'attention que vous avez bien voulu nous accorder sur le programme sur nos antennes. Au revoir chez vous. Bienvenue dans cette nouvelle revue de presse. Sans surprise, le journal paru ce jeudi ont consacré des pages sur l'ouverture du procès Constant Mutamba. Procès Mutamba, l'audience renvoyée au 23 juillet, annonce sa une Forum des As. D'après les quotidiens, la Cour de cassation a ouvert hier mercredi la première audience dans l'affaire de détournement présumé de deniers publics impliquant l'ex-ministre de la Justice et garde des Sceaux, Constant Mutamba, poursuivi pour un détournement présumé de plus de 19 millions de dollars américains destiné à la construction de la prison centrale de Kisangani dans la province de la Tchopo, écrit Forum des As. L'ancien ministre de la Justice s'est présenté en retard, évoquant les embouteillages dans la capitale congolaise. L'affaire Constant Mutamba renvoyée au 23 juillet 2025 titre aussi Le Phare. L'affaire Constant Mutamba que l'opinion nationale attendait avec fièvre et sous tension a été remise au 23 juillet prochain. Ainsi, nous dit Le Phare, on a décidé la Cour de cassation siégeant en matière pénale, question des données au collectif des avocats de la défense et ceux de la République, le temps de compulser le dossier et de s'imprégner des articulations principales de l'accusation. La prochaine audience s'avère donc déterminante quand on sait que chaque partie se prépare en conséquence avec la volonté de neutraliser toutes les argumentations juridiques des adversaires, argumente le confrère. Pendant ce temps, le potentiel renchérit, je cite, que la défense dénonce un procès politique. Maître Joël Kitenge, avocat de Constant Mutamba, cité dans les colonnes du journal, estime que ce procès est hautement politisé, allant jusqu'à comparer la situation à celle d'une, je cite encore, messe pendant le moment des offrandes, et s'interroge également sur l'absence de poursuite à l'encontre d'une société fictive mentionnée dans les dossiers supposés impliqués dans l'opération financière incriminée. Un autre sujet commenté dans la presse qui ce jeudi, c'est la confrontation entre Christian Chiwewe et Jean-Claude Yave. Le journal La Percée parle d'un dossier hautement sécuritaire et dont l'ampleur ne peut laisser indifférente le haute instance judiciaire de l'État, de sorte que le Conseil national de sécurité CNS s'en est saisi, faisant resserrer le taux autour du protagoniste, la personne qui pèse tous les soupçons du complot, à savoir Christian Chiwewe, l'ancien chef de l'État-major général des FARDC et actuel conseiller militaire du chef de l'État Félix Tshisekedi. Les sources proches du dossier, contactées mais pas citées nommément par le tabloïd, renseignent que le lieutenant général précité a été confronté ce mercredi 9 juillet à son directeur de cabinet, Jean-Claude Yave, à 2h du matin, pendant que son secrétaire particulier a été quant à lui interpellé. Mais pour quel motif, s'interroge La Percée, qui précise que rien n'a filtré sur les contenus de cette confrontation. Et puisqu'on parle sécurité, Info 27 titre, je cite, Denis Mukwege dénonce une stratégie d'occupation du Rwanda dans
l'est de la RDC. Le docteur, prix Nobel de la paix 2018, a réagi hier au dernier rapport des experts de l'ONU sur la situation dans l'est de la RDC, rapporte le journal. Selon lui, le document confirme clairement l'implication directe du Rwanda dans les violences menées par le M23. Le régime de Kigali dirige et contrôle de facto les opérations du M23. Les forces de défense rwandaises ont joué un rôle clé dans l'occupation de Goma et Bukavu, a affirmé Mukwege, estimant que le Rwanda vise à annexer progressivement le Nord Kivu et le Sud Kivu pour s'emparer de leurs ressources naturelles. Et il dénonce une administration parallèle mise en place par le M23 AFC, qualifiée d'illégitime, et rejette le prétexte sécuritaire lié à la présence des FDL. C'est la fin de cette revue de presse. Merci de votre attention. Prochainement, on se retrouve.